on est là ce soir pour parler de pollution lumineuse, c'est la suite du truc. Mais un jour, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de revenir à ce moment-là, dans les prochains mois, dans les prochains mois à venir, on fera un live où on observera le ciel avec les gens, on éteindra les éclairages publics le plus possible, et ça sera l'occasion. Donc ça a donné la thématique du live sur la pollution lumineuse, et c'est de ça qu'on va parler ce soir avec vous tous. C'est nous qui allons introduire le sujet. On va tenter de donner une petite dimension historique au truc. Ça fait déjà depuis quelques dizaines d'années que le territoire français est recouvert de lampadaires, surtout après les années 30, 1930. Ça a augmenté. Et apparemment, on a pu, disons que à ce moment-là, on ne s'est pas trop posé la question de si il fallait en mettre partout ou pas, quoi. On en a mis parce que ça donnait une liberté, quoi. Ça donnait un confort de fou, quoi. De pouvoir se balader dans les rues le soir, de pouvoir avoir d'autres activités qu'on n'avait pas avant quand on était calqué sur le cycle circadien. C'est un peu plus dur à dire, ça, quand même. Le cycle circadien. Voilà. Pour le jour et la nuit, circadien. Circadien, ça n'a rien à voir. Ok, d'accord. On dit pas circadien. Circadien, c'est ça? C'est ça, circadien. Voilà. Et donc le jour, la nuit, c'était plus simple. Et donc ouais, on s'est pas beaucoup posé de questions sur les impacts que ça pouvait avoir à ce moment-là. On en a mis partout, ça a dessiné les routes à travers le pays. Et il y a des belles cartes, d'ailleurs, qui sont faites. On en parlera un peu après, dans notre live. Mais voilà, donc ça c'est le sujet un peu du truc, c'est qu'il y a des lampadaires partout, ça éclaire partout. C'est hyper pratique, c'est hyper bien pour avoir une belle ambiance festive, quoi. Mais des fois ça peut aussi poser quelques problèmes. Ouais. On ne s'était jamais vraiment posé la question de l'impact qu'il y avait de ces lumières sur la biodiversité, sur les animaux, et puis même sur nous, notre cycle de sommeil et tout ce genre de trucs. Enfin, bref, on en parlera plus tard. Je sais pas quand ça a commencé, mais j'ai vu un truc dans les années 60 qui parlait des impacts quand même sur la biodiversité. Ouais, c'est ça, en fait, ça a démarré. Alors, on ne sait pas trop si c'est les astronomes ou les ornithologues, parce que les premiers écrits sont arrivés à peu près en même temps, les années 60-70. Mais les premiers à avoir démontré sur la biodiversité, c'était des études autour de phares qui étaient éclairés. On voyait des phares genre au bord de la mer? Ouais, des phares au bord de la mer qui étaient éclairés. Ils avaient, les premiers écrits datent de ces années-là, 60-70, et avaient identifié qu'il y avait quand même un impact sur les oiseaux, quoi. C'était sur les oiseaux? Ouais, il y a une réponse des oiseaux à la lumière. Et tu sais d'où ça vient? Enfin, je veux dire, c'était un truc en France, en Europe? Non, c'était aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais. Okay. C'était les premiers écrits autour de ça. Je sais pas du tout quel était l'état du réseau aux États-Unis à cette époque-là. Est-ce qu'ils éclairaient plus que nous ou pas? Je sais pas. Genre, moi, je sais que ça a explosé en France dans les années 30 après la guerre, surtout avec les plans qu'a instauré De Gaulle et le fait qu'on en a mis partout. Mais je sais pas du tout. Je sais pas comment ça se passe dans le monde, quoi. Ok, donc c'était aux États-Unis et c'était sur les oiseaux. Voilà. Les premiers papiers, quoi. Okay. Ouais. Et du coup, les astronomes aussi, je crois. Enfin, les papiers, les papiers d'astronomie qui commençaient à en parler sur l'impact sur les télescopes et tout. Enfin, les premiers papiers que j'ai lus, dont je me souviens, c'était à peu près pareil, 60-70 aussi. Où ils commençaient à essayer de calculer l'impact d'une ville proche sur leur observatoire, quoi, qui était pas loin. Et à se demander ce que ça allait donner dans 10 ans quand la ville serait 10 fois plus grande. Ouais, parce qu'eux, ils le voyaient. Enfin, comme ils étaient un peu... genre, ils oui, étaient dans l'endroit où ils se doutaient bien que ça allait poser problème pour leurs observations. Ouais, ça va. Ouais, tout à fait. Mis la puce à l'oreille. Mais toi, tu dis ça parce que t'en as lu pour ta thèse? Des trucs sur ce sujet-là? Ouais. Les premiers que j'ai trouvé, enfin les premiers dont je me souviens, c'était à peu près la même époque. Et aux États-Unis aussi, je crois. C'était quoi le sujet de ta thèse? La belle longue phrase, la belle ligne. Tu nous la retrouves? Non, on va pas. On va demander au troller de nous la donner dans le chat. Si c'est nous la retrouver. Si, je pourrais vous la retrouver. Plus tard, on va laisser un peu de... passer un peu de temps. Mais ouais, donc voilà, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire sur la manière dont ça s'est déployé? Est-ce qu'on peut se dire que ça a été fait sans vraiment savoir comment ça allait se passer, quelles allaient être les conséquences? Ou est-ce que c'était vraiment une volonté, quoi, de... Ouais. Moi, je pense que on a développé l'éclairage sans forcément se soucier des impacts. C'était au départ des personnes qui tiraient un petit peu la sonnette d'alarme, mais vraiment le sujet de la pollution lumineuse et de ses effets est arrivé beaucoup plus tard. Ouais. Et même encore aujourd'hui, c'est encore compliqué d'amener ces sujets-là
même s'il y a des réglementations qui commencent à apparaître, mais qui sont toutes récentes, quoi. Ça fait depuis première réglementation en France, elle date de 2012. Non, 2007, il y a eu je sais plus comment ça s'appelle. 2007, il y a eu c'était le premier Grenelle. Ouais, le premier Grenelle où il y avait, ouais, c'est ça, 2007, et après 2013, il y a eu la première. Et donc on a vraiment un écart entre les années 60-70 où on se rend compte du truc et on commence un petit peu à prendre des réglementations au final 30-40 ans après, quoi. Moi, je suis né en 98, donc 2007. Je me souviens pas de la différence, tu vois, il s'est passé des choses, mais je me souviens que dans ma commune, il y a des gens qui ont commencé à en parler quand j'avais 10-12 ans. S'il y avait un festival pas très loin qui travaillait sur des trucs un peu genre écologie, etc. Et donc ils en parlaient un peu. Et moi, j'ai mon premier télescope. Alors je voulais observer les étoiles, mais il y avait un lampadaire en bas de chez moi. Ah ouais. Et donc c'était pas le plus grand plaisir. Par contre, c'était bien de discuter avec les élus pour demander d'éteindre et tout. Mais, voilà. Mais du coup, genre, vous, est-ce que vous avez des trucs, des expériences à partager là-dessus avant qu'on rentre dans le dur? Pas trop. Moi, je crois que j'ai eu mon premier télescope à peu près à la même époque, 2007, 2008. Et du coup, c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à essayer de trouver des coins sans lampadaire à côté de chez moi. On venait de déménager à la campagne, là, au sud de Grenoble, du coup c'était mieux qu'à Grenoble quand même, on les voyait mieux. Et moi, je me souviens qu'on avait demandé, enfin, je sais plus, mes parents avaient dû demander si on pouvait éteindre le lampadaire qui était juste à côté de chez nous et des trucs comme ça. Vous avez dit oui? Ça a été compliqué, je crois pas. Ça a été difficile. Non. Ok. Ouais, moi j'ai connu plutôt l'inverse. J'ai fait ma jeunesse, grandi dans un endroit justement au sud de Grenoble aussi, dans la campagne, montagne, où il y avait très peu d'éclairage. On était dans un lotissement où ils avaient mis un éclairage qui n'a jamais fonctionné. Et du coup, on avait très peu d'éclairage. Et c'est vrai que observer la Voie lactée tous les soirs, l'été, c'était très facile. Et puis une fois que je suis venu sur Grenoble pour mes 18 ans, pour faire mes études, on voyait plus la Voie lactée, quoi. Mais ça c'est fou, il y a un truc, c'est attends, je vais me tromper dans le chiffre, mais il y a un truc du genre 70% de la population mondiale n'a jamais vu la Voie lactée. Parce qu'il a toujours grandi dans une zone suffisamment éclairée pour pas la voir, quoi. Mais genre 70% de la population adulte. Moi j'avais les Ils deux vont tiers. fact-checker les gens là-bas. Ouais, on gens, peut fact-checker. Moi j'avais 2 tiers de la population mondiale ne peut pas la voir. Ouais. À l'instant T. À ça l'instant j'avais T. aussi, ouais. Mais il me semble que c'est un truc du genre, il y a un peu plus qui l'ont jamais vu. Genre Ok. bon, ils vont regarder. Voilà. Mais je sais pas, on va oublier ce chiffre, mais en tout cas ouais, 2 tiers qui peuvent pas l'avoir. Mais après c'est vrai que nous, tu vois, même à Grenoble, On fait partie de ces 2 tiers. c'est pas la plus grande ville de France, c'est pas la moins bien gérée de ce point de vue-là, mais par contre ouais, on voit pas. On doit voir. Je crois que les derniers relevés qu'on avait fait quand on voulait avoir des données pour parler avec les communes, c'était un truc comme 150 étoiles ou pour les moments où on avait les meilleures conditions depuis Grenoble, si tu étais à au moins 20 mètres d'un lampadaire que tu ne percevais pas. Caché derrière l'arbre ou derrière l'immeuble ou machin. Tu vois. Ok. Si t'es en dessous, bah c'est zéro, quoi. Oui. C'est zéro. Tu vois la lune et encore. Ça marche. On va parler biodiversité. J'ai une réponse pour le nombre de personnes qui n'ont pas vu la Voie lactée. Du coup, c'est 1/3 de l'humanité qui n'a jamais vu la Voie lactée de toute sa vie. C'est un ok. Ah bah attends, mais c'est Ça vachement fait un facile peu à moins, mais retenir. ça fait quand même pas mal. C'est 2 tiers qui la voient pas à l'instant T et 1 tiers qui l'ont jamais vue. La voient.